Cela fait désormais 60 ans que Stan Lee et Steve Ditko ont créé le personnage de Peter Benjamin Parker, alias Spider-Man, dans le dernier numéro d'une série en chute libre, le Amazing Fantasy numéro 15. Le rédacteur en chef de l'époque pensait que le personnage du tisseur ne plairait pas au public à cause de ses pouvoirs et de son jeune âge. Pourtant, le numéro fut un succès si bien que le personnage a eu droit à sa propre série de comics l'année suivante, en 1963, et que le personnage est aujourd'hui un phénomène de la pop culture en général. Si le personnage est aussi populaire aujourd'hui, c'est notamment grâce à la flopée d'adaptations dont il a eu droit pendant ces 6 dernières décennies. De qualité souvent irrégulière, certaines adaptations ont quand même su sortir du lot. Mais laquelle d'entre elles est la meilleure ? Salut à tous, ici Flo et aujourd'hui on se retrouve pour un remake d'une ancienne vidéo, l'une des premières de ma chaîne. Aujourd'hui on va parler des 5 meilleures adaptations de Spider-Man, que ce soit sur le petit, le grand écran ou les jeux vidéo. Vous verrez qu'il n'y a pas de Tom Holland, qu'il n'y a pas de Tobey Maguire, qu'il n'y a pas d'Andrew Garfield, mais vous verrez que le top quand même se tient plutôt pas mal. Alors je tiens à rappeler quand même avant de commencer cette vidéo que c'est un top totalement subjectif. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue sur ce qu'est la meilleure adaptation de Spider-Man. Et je m'appuie sur 2 critères principaux pour faire ce petit top 5, à savoir le premier qui est la représentation de l'univers de Spider-Man, avec tout ce qui est les personnages, les ennemis, les différents arcs, et le deuxième qui est plus ou moins la qualité globale de l'œuvre et son appréciation du grand public. Sur ce, on va pouvoir commencer directement avec le top 5, et d'ailleurs n'hésite pas à mettre ton top 5 dans les commentaires, maintenant ou à la fin de la vidéo. Les jeux vidéo Spider-Man, il y en a eu des tonnes, parfois excellents, parfois plus que médiocres. Peu d'entre eux ont, selon moi, représenté l'univers du tisseur au maximum de leur capacité, contrairement au jeu qui prend la 5e place de ce top, j'ai nommé Ultimate Spider-Man sur PS2. Alors ok, contrairement à ses prédécesseurs et à la majorité de ses successeurs, il est meilleur car il reprend l'univers Ultimate des comics, ce qui en fait limite un spin-off de la BD de l'époque qui est plus que qualitative. On retrouve les chara-design des comics Ultimates, que ce soit pour Peter, MJ ou tous les autres personnages. On a vraiment l'impression que le jeu est dessiné par Mark Bagley et le rendu en cel shading renforce ce côté BD en plus de ralentir le vieillissement graphique du jeu. Sorti en 2005, on le rappelle, sur PlayStation 2, et honnêtement le jeu je le trouve toujours pas dégueulasse graphiquement, alors que t'as des jeux qui sont sortis un peu plus récemment et qui commencent déjà un petit peu à vieillir. En plus de l'apparence, l'univers est plus que bien représenté, cela passe par l'affrontement de plusieurs ennemis emblématiques comme le Bouffon Vert, Rhino, Electro et bien évidemment Venom, que l'on peut d'ailleurs incarner, et ça c'est plutôt stylé d'ailleurs. En plus de cela, on a le droit à des ennemis un peu osef mais sympas comme le Shocker ou Beetle. L'histoire est très intéressante, en plus on suit beaucoup plus le personnage de Eddie Brock, on a limite l'impression que c'est lui le protagoniste alors qu'on joue les 2 personnages. Il va prendre sa revanche sur Trask Industries, qui est la société responsable de la mort des Brocks et des Parker, si mes souvenirs sont bons. Peter va devoir l'arrêter tout en affrontant ses ennemis habituels qui foutent le bordel dans la ville et en dealant avec Nick Fury et Silver Sable. Puisqu'on est sur Spider-Man, c'est clairement le Spider-Man des comics Ultimate. Sa relation avec MJ, sa relation avec Fury, son petit côté adolescent rebelle, tout y est. En plus de Fury et de Silver Sable, qui sont des personnages peu vus dans les jeux Spider-Man en général, on a également droit à d'autres personnages de l'univers Marvel comme Wolverine, qui est un des boss que l'on devra affronter en tant que Venom, ou Johnny Storm, avec lequel on pourra faire des courses dans Manhattan en tant que Spider-Man. En plus d'être une excellente adaptation, le jeu est très agréable à jouer, il est facile dans mon top 5 des meilleurs jeux Spider-Man. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo à l'avenir où je fasse un petit top 5 ou un petit top 10 des jeux Spider-Man. Je vous invite très fortement en tout cas à jouer à Ultimate Spider-Man si vous possédez encore une PS2 ou tout simplement aujourd'hui avec internet, les simulateurs, tout ça. Il est facilement retrouvable et franchement le jeu est courant et il se fait d'une traite. Il est très agréable. Si vous avez grandi dans les années 90 ou que vous êtes né au tout début des années 2000, c'est très certainement avec cette adaptation que vous avez découvert ce personnage. Passant sur TF1, l'adaptation à la 4e place de ce classement est un dessin animé pour enfants, vous l'avez bien évidemment deviné, je veux parler de la série animée de 1994. Bien qu'auto-censuré, aussi bien dans les mots employés que dans les scènes d'action, Fox Kids oblige, ce cartoon représente plutôt bien l'univers du tisseur et est une très bonne entrée en matière pour un enfant de moins de 10 ans je dirais. Si les effets 3D un peu vieillots ne le rebutent pas bien sûr. Cette série faisait un peu plus d'une 60aine d'épisodes, on a droit à une panoplie de vilains et des arcs de développement pour pas mal d'entre eux. Mention spéciale à la VF pour avoir donné à Wilson Fisk la même voix que Mr. Krabs. Répète-moi ça! Est-ce que quelqu'un d'autre a un mot à dire? J'écoute. Alors personne n'a rien à dire. Tous les personnages importants de l'univers de Spider-Man à cette époque sont plutôt fidèles aux matériaux sources de Jameson à May en passant par Black Cat et Venom. Même des personnages un peu plus secondaires comme Ben Reilly et qui pourtant faisait ses tout débuts en tant que Scarlet Spider ou Spider-Man dans les comics à l'époque, et on a même eu droit au tout premier Spider-Verse. Pour ce qui est de Peter, au début de l'histoire, il est déjà Spider-Man depuis quelques années maintenant, vu que c'est un étudiant de 19 ans. Intelligent, intentionné
et malmené, c'est l'idée qu'on se fait tous de Peter Parker à cet âge-là en tout cas. Et il ressemble un peu à Nicolas Hammond, l'interprète de Spider-Man dans la série télévisée de 1977. On parle un peu de cette série dans la vidéo juste ici. Cette adaptation étant produite par Marvel's Television, on retrouve pas mal de personnages issus de la maison des idées comme Captain America, Iron Man, le Punisher ou Blade. En plus de revenir sur des comics existants comme L'enfant qui collectionnait Spider-Man ou L'issue sang dans laquelle Spider-Man devient un monstre araignée, la série n'hésite pas à prendre certaines libertés rafraîchissantes. En bref, il y a énormément de choses à dire concernant cette série et le simple fait que je me souvienne d'autant de détails alors que ça fait une dizaine d'années que je ne l'ai pas regardé prouve bien qu'elle mérite sa place dans ce top. Si vous voulez une analyse plus complète de cette œuvre, je vous invite très fortement à aller regarder la vidéo juste ici qui ne vient pas de ma chaîne mais de la chaîne qui s'appelle Ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne parce que franchement ils ont fait un plutôt bon taf pour résumer plus ou moins cette série et l'analyser et de base leur contenu YouTube est très intéressant. On peut dès à présent s'attaquer au podium de ce top en commençant par le numéro 3. Avant même de commencer à écrire la vidéo, je savais déjà quelle était la première position de ce top. Mais les deux œuvres qui vont suivre se sont pas mal disputées pour la médaille d'argent. Sortie en 2018, l'adaptation prenant la 3e place du classement est selon moi la définition même de Spider-Man en moins de 2 heures. Si quelqu'un te demande ce qu'est censé être Spider-Man, tu peux juste lui montrer ce film. Je parle bien évidemment de Spider-Man Into the Spider-Verse qui est un film d'animation produit par Sony. Et oui, je ne dis pas que du mal de Sony, quand ils font les choses bien, je suis obligé de le souligner. Ce film centré sur Miles Morales reprend le concept même de Spider-Man et le pousse à son maximum. Déjà le premier Peter que l'on voit dans le film est selon moi l'un des meilleurs Peter Parker, toute œuvre confondue, au maximum 5 minutes d'apparition. Moi c'est clairement l'idée que je me fais d'un Peter Parker à son prime. J'étais dubitatif avant de rentrer dans la salle de cinéma de Into Spider-Verse, mais rien que l'intro m'a mis une gifle monumentale. L'univers ou plutôt le multivers du film est plus que bien maîtrisé. Cela passe par des styles graphiques différents pour chaque univers, avec du noir et blanc pour le Spider-Man noir, de l'animation japonaise avec un peu de mecha pour Penny Parker, ou du cartoon à la Looney Tunes pour Peter Parker. L'idée même d'utiliser 6 araignées au lieu d'une est excellente et je me demande comment Sony et Disney ont pu foirer un film dans lequel il y en a 2 fois moins. Pour ce qui est des personnages, je n'ai que 2 mots à dire, Miles Morales. Le film a réussi à rendre Miles intéressant et à le différencier de Peter Parker. Jusqu'à maintenant, quand je voyais Miles dans un comics, j'avais l'impression de voir un Peter Parker plus jeune, sympa, mais sans valeur ajoutée. En gros, c'était juste une sorte de color swap d'un Peter Parker. Il lui rajoutait un petit peu le trauma de « Oh, j'ai peur de devenir comme mon oncle, j'ai l'impression que je vais devenir quelqu'un de méchant plus tard », mais c'était pas vraiment exploité. Alors que là, entre la musique, les tags, les petits gimmicks avec son oncle, etc., Miles a une personnalité propre et est vraiment attachant. Même si Peter reste le Spider-Man numéro 1 et reste le GOAT, faut pas déconner. Pour en revenir à la mise en scène et à l'animation, tout est maîtrisé à la perfection. Déjà le fait que l'on réutilise des cases de comics et des onomatopées, c'est un gros plus. D'ailleurs c'était aussi le cas dans le jeu Ultimate Spider-Man, j'ai oublié de le dire. Mais ensuite, l'idée de saccader les mouvements de Miles puis de les rendre de plus en plus fluides au fil de son apprentissage, on ne pouvait pas trouver mieux. Franchement, si on ne doit garder qu'un film sur le teaser, c'est celui-là et aucun autre, même si j'avoue que Spider-Man 2 est vraiment pas mal. J'attends très fortement Beyond the Spider-Verse qui est censé être la fin de la trilogie. Pour moi, Across the Spider-Verse est un petit peu en dessous d'Into the Spider-Verse mais reste très bon. Mais voilà, j'espère qu'avec Beyond the Spider-Verse, ils vont vraiment pouvoir exploser la qualité du 1. Sans plus attendre, on va pouvoir passer directement à la 2e place de ce classement. Après tant d'éloges sur Spider-Verse, je sais que vous vous demandez pourquoi elle n'est pas plus haut. Eh bien c'est pour la simple raison qu'avec 6 Spider-Man, dont 3 avec des arcs de personnages, il est difficile de développer aussi bien le personnage en 2 heures que les 2 autres œuvres en 8 heures chacune. L'adaptation qui se trouve à la 2e place du classement est elle aussi sortie en 2018 et il s'agit du jeu vidéo Spider-Man fait par Insomniac Games. Prenant place 8 ans après la morsure de l'araignée, ce jeu nous dépeint un Peter Parker venant tout juste de finir ses études et étant un super-héros expérimenté à l'apogée de ses capacités et de son activité héroïque. Ce jeu est selon moi le film live-action qu'aurait dû sortir Sony et Disney depuis belle lurette, tant l'univers est super bien retranscrit sans être un pâle copier-coller des comics. Même si je sais que l'aspect tech rebute un peu les fans les plus hardcore de Spider-Man, personnellement je trouve qu'il est assez bien mélangé avec le lore et la façon dont le grand public a de voir le teaser. Et en plus de ça, le Spider-Man de chez Insomniac Games, c'est un peu la fusion parfaite entre Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Je m'explique. Les criminels font un peu kitsch parfois, mais ont un fond intéressant comme dans les films de Sam Raimi. Les balancements de Peter et les phases d'action sont représentatifs de ce que pourrait donner un Spider-Man dans notre monde, comme les films de Mark Webb. Et l'intelligence de Peter est sans cesse sollicitée, comme dans les films de John Watts. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une qualité à John Watts, je l'avoue. Mais bon, il fallait bien lui trouver une qualité, même si je sais que les 2 précédents aussi utilisent leur intelligence, mais c'est beaucoup plus mis en avant dans les films Homecoming, Far From Home, No Way Home, tous ces trucs-là. Les relations entre les personnages font sens, et le fait d'avoir fait d'Otto un mentor pour Peter Parker est très bien pensé, tant les personnages se ressemblent dans le fond finalement. Sans trop spoiler, ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, il serait peut-être temps de s'y mettre, ça fait 6 ans quand même.
L'arc de certains personnages devrait même être repris dans les comics. Ce sera peut-être le cas vu que c'est repris dans No Way Home pour ceux qui savent. Le fait d'avoir sorti Mister Négatif et d'en avoir fait quelque chose d'intéressant montre bien que la licence a encore des personnages non utilisés sous le coude qu'elle pourra réemployer plus tard dans des adaptations au cinéma. Et enfin, le dernier point marquant de cette adaptation, c'est définitivement New York. La ville est plus que vivante et c'est limite un personnage à part entière. Cela permet de voir un monde en l'air proche de la ville et des habitants, ce qui représente bien son côté petite araignée du quartier. En bref, le Spider-Man de chez Insomniac est sûrement le meilleur Spider-Man adulte en tant qu'adaptation, en plus d'avoir un univers plus que fourni. Même si, en vrai, on va pas se mentir, les deux jeux qu'on suivi, à savoir Miles Morales et Spider-Man 2, desservent un petit peu au premier sur le plan de la qualité de l'histoire et du scénario et des personnages. Mais ça reste toujours le top 1 de Spider-Man adulte, jeune adulte en tout cas, qu'on a eu en termes d'adaptation. Avant de passer au top 1, on va faire quelques petites mentions honorables quand même. Le premier, c'est Spider-Man Way of Shadows. Ce jeu, franchement, il a tout changé, et puis le synopsis, je l'ai trouvé cool. Encore une fois, on avait un Peter Parker qui était un peu plus adulte que ce qu'on a l'habitude de voir, et il y avait ce côté un peu corruption entre le symbiote ou le côté héroïque qui faisait que tu peux avoir deux fins différentes, et ça, c'était vraiment pas mal. Deuxième Spider-Man que j'aimerais quand même mettre mention honorable, ça reste quand même Tobey Maguire, le OG, parce que en vrai, l'adaptation de Tobey Maguire est celle qui reste le plus en tête. Quand tu penses à Spider-Man, la majorité des gens pensent à Tobey Maguire, et ça, il faut pas lui enlever. Et enfin, la dernière Spider-Man que je mettrais en mention honorable, ce serait le Spider-Man sur PlayStation 1. Qui est selon moi très cool. T'as la bonne ambiance Spider-Man, c'est un peu enfantin, donc c'est très bien pour le type de cible que ça visait. Donc franchement, faites le jeu, encore une fois, vous pouvez le faire sur émulateur si possible. On peut désormais passer à la meilleure adaptation de Spider-Man selon moi. Bon, je vais pas vous faire attendre, l'œuvre qui se trouve à la première position de ce top, pour moi, c'est clairement Spectacular Spider-Man. Dessin animé pour enfants de 7 à 14 ans sorti en 2008, Spectacular Spider-Man est une série en 2 saisons de 13 épisodes et annulée à la fin de 2e saison car Disney a récupéré les droits animés de Spider-Man à cette époque, ce qui a donné lieu à ce gros caca. Voilà, Ultimate Spider-Man. La série suit un Spider-Man ayant 6 mois d'expérience et devant lutter contre la pègre new-yorkaise menée par Tombstone. Alors premièrement, je sais que le style graphique peut rebuter, mais c'est une question de goût. Personnellement, je trouve que ça donne une super identité à la série, au même titre que la série Batman de 2004 par exemple, qui elle aussi a été critiquée pour son chara design, mais au final, je trouve que ces deux séries vieillissent super bien avec leur chara design. De plus, ce style assez simple permet de se lâcher sur l'animation, ce qui nous a permis d'avoir des scènes de combat et de voltige vraiment stylées, on ne va pas se mentir. Là, entre l'adaptation de 94 et l'adaptation de 2008, c'est clairement le jour et la nuit en termes de mise en scène, et je pense que c'est fortement dû au chara design choisi pour les personnages, parce qu'ils ont vraiment simplifié au maximum les designs des personnages pour qu'ils restent reconnaissables, mais qu'on puisse les animer plutôt facilement. Pour ce qui est des personnages, on a la représentation de Peter Parker ultime, d'après moi en tout cas, de Peter Parker adolescent, parce que Peter Parker il est plus souvent adulte qu'adolescent dans les comics de base. Spider-Man, c'est l'histoire d'un gamin ordinaire qui reçoit des capacités extraordinaires et qui aura pour responsabilité de les utiliser afin de rendre le monde un peu meilleur jour après jour, et ce malgré les conséquences néfastes qui se répercuteront sur sa vie de tous les jours. On est clairement là-dedans. Peter aime être Spider-Man, on le voit dès le premier épisode, mais c'est un fardeau pour lui. Pour moi, l'épisode qui retranscrit le mieux ce côté-là de Spider-Man, c'est clairement l'épisode sur le lézard dans la saison 1. Dans cet épisode, Spider-Man est un stagiaire chez Kurt Connors et il devra faire face au lézard en parallèle, et pour faire face aux difficultés financières de sa tante depuis la mort de Ben Parker, il est photographe freelance au Bugle. Lorsque Kurt devient le lézard, Gwen et Eddie, travaillant avec Kurt, ainsi que la femme de Connors, décident de bosser sur un antidote. Peter est obligé de dire qu'il doit rentrer chez lui à cause du couvre-feu imposé par sa tante, ce qui le fait déjà passer pour un sacré goujat, on va pas se mentir. Bien entendu, ce n'était qu'un prétexte pour traquer le lézard dans New York. Après une première défaite face au lézard, Spider-Man décide de retourner voir les scientifiques afin de voir s'ils ont concocté un antidote. L'antidote était prêt et permet de supprimer toutes les anomalies génétiques, comme le fait de monter au mur ou d'avoir un 6e sens par exemple. Retenez bien ça. Spider-Man va donc combattre le lézard et le guérir tout en prenant une ou deux photos du combat afin de pouvoir aider sa tante à payer les factures. Le lendemain, alors que Peter se rend tranquillement au labo, Eddie l'engueule. En effet, il a vu les photos de Peter dans le Bugle et a donc conclu que ce dernier a prétexté devoir entrer pour gagner de l'argent sur le dos de son mentor. En vrai, on aurait tous conclu la même chose. Peter se fait donc virer du labo et passe pour un énorme en plus de ne plus avoir de stage. Alors qu'en réalité, il a sauvé son mentor, gardé son identité secrète et aidé sa tante financièrement. En rentrant chez lui, il se demande s'il ne devrait pas boire l'antidote ou tout arrêter avant de tomber sur une photo de lui et son oncle lui rappelant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'aurais pu parler des antagonistes qui ont chacun une raison propre et logique derrière leurs actions, des personnages comme Flash ou Harry qui évoluent au fil des épisodes, du personnage grandiose qui est Tombstone, ou tout simplement de toutes les références et de la fidélité que propose cette série par rapport à l'œuvre originale, mais l'épisode sur le lézard à lui tout seul permet de placer Spectacular Spider-Man comme meilleure adaptation du tisseur et de son univers, et c'est même pas le meilleur épisode. Il y a des épisodes sur Venom ou des épisodes sur
le bouffon vert, qui mérite clairement qu'on regarde cette série, qui est juste grandiose en vrai. Ceci conclut donc mon classement ainsi que la vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. Je tenais à vous remercier pour les 2000 abonnés, je tenais à vous remercier pour la monétisation. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type-là, comme notamment, je sais pas pourquoi pas, le top 5 des meilleures adaptations de Batman, ça me plairait bien, parce que Batman aussi, il y a pas mal d'adaptations qui sont vraiment pas mal et qu'il faudrait classer. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi également si vous étiez d'accord avec ce top. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez le top en commentaire. Et si vous voulez savoir pourquoi Deadpool et Wolverine ont tué l'univers Marvel, je vous invite à cliquer juste ici. C'était Flawed et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!